élection cruciale ce jour à demain à l'Université de Guyane, celle du nouveau dirigeant. 2 candidats pour remplacer le président sortant Richard Lagagné. Antoine Primrose et Isabelle Ider-Krivski se disputeront son siège. Présentation à suivre. De l'aïkido à l'école, c'est l'expérience des élèves de l'école primaire René Barthélemy. Ils ont restitué ce matin les années de pratique de cet art martial, mais aussi quelques travaux issus de la culture nippone, un projet pédagogique axé sur la non-violence. Et puis la fête de la musique, c'est aujourd'hui. Pour l'occasion, de nombreuses activités sont proposées partout en Guyane. La nuit promet d'être rythmée, mais certains n'ont pas attendu la fin de la soirée pour faire résonner les décibels. Animation à suivre dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il ou elle devra d'abord assurer les 18 derniers mois du président sortant avant une nouvelle élection en décembre 2018. Après un long combat vers son autonomie, l'Université de Guyane sera dirigée pour la première fois par un représentant élu. Les membres de l'établissement devront départager les 2 seuls candidats en lice demain. Isabelle Ider-Krivski, maître de conférences, sociologue, anthropologue et vice-présidente de l'université. Et face à elle, Antoine Primrose, directeur en biologie et directeur de l'école supérieure de professorat et de l'éducation. Leur profil plus en détail avec Ayodele Germain. Un pas supplémentaire vers davantage d'autonomie. Demain, un collège de 14 élus du corps enseignant, maîtres de conférences, chercheurs et étudiants devront départager les 2 candidats. Antoine Primrose, maître de conférences, directeur de l'école supérieure de professorat et d'éducation, vice-président de l'université en charge des questions immobilières. Son programme de candidature s'articule autour de 5 axes, dont l'amélioration de l'offre de formation. Accompagner les différentes composantes dans la mise en œuvre de l'offre de formation. Un axe sur la recherche aussi pour conforter nos projets de recherche en partenariat avec les organismes de recherche, mais également avec des partenaires nationaux et internationaux. Et un axe fort autour de la politique de la vie étudiante pour faire en sorte que nos étudiants soient mieux accueillis à l'université, sur aussi les questions financières, de gestion financière, de maîtrise de nos dépenses, d'accroissement de nos ressources, mais aussi tous les outils de pilotage. Donc tout cela fait partie des axes que nous souhaitons développer. Isabelle Ider, maître de conférences, directrice de recherche en sciences humaines, directrice du premier laboratoire des lettres et sciences humaines et vice-présidente du conseil d'administration de l'Université de Guyane. Elle souhaite pour ses 18 mois de mandat régler les questions les plus urgentes. Il faut savoir que c'est une élection pour 18 mois. Donc lorsqu'on parle de programme, il faut qu'il reste réaliste et réalisable en 18 mois. Par exemple, des étudiants qui demandent des salles d'études équipées dans lesquelles ils pourraient par exemple se rencontrer pour préparer un exposé, pour faire du soutien aussi entre eux. Ils aimeraient bien aussi qu'il y ait plus de communication entre les différents diplômes, les étudiants qui sont inscrits dans les différents parcours. Par exemple, pour s'entraider en mathématiques, en histoire géo, en français. Donc ça, ce sont des programmes, des mesures qui ne coûtent pas cher. C'est la priorité de notre programme aujourd'hui. L'Université de Guyane a pris son plein exercice depuis le 1er janvier 2015. Cette élection est la première de cette ère d'autonomie. Les 2 candidats accueillent ce premier scrutin avec beaucoup d'émotion. C'est une très grande émotion. Parce que lorsque, comme moi, on a participé à tous les mouvements sociaux qui ont animé l'université, finalement, en 2013, on s'est mobilisé pour obtenir cette autonomie et on a eu raison. L'Université de Guyane prend son envol. C'est toute une logique d'évolution de notre université. Les premiers jalons ont été posés depuis le temps d'Élie Castor, qui avait pensé la Cité des sciences de l'Amazonie. Nous avons été finalement les porteurs de ce flambeau. Demain, l'élection du nouveau président de l'Université de Guyane se fera à huis clos, en présence des 2 candidats et des 14 électeurs. En cas d'égalité, un nouveau vote sera organisé sous 7 jours. En bref, on l'a appris aujourd'hui, le maire de Cayenne, Marie-Laure Phinera-Horth, a été entendu hier en garde à vue par la police judiciaire. Une audition dans le cadre d'une enquête préliminaire initiée le 13 juillet 2016 par le parquet de Cayenne. Il lui est reproché d'avoir perçu l'intégralité de son salaire d'orthophoniste de l'hôpital de Cayenne alors qu'elle n'était pas présente à son poste de travail. Le montant du préjudice est chiffré à plus de 200 000 € et porte sur les années 2013, 2014 et une partie de 2016. Marie-Laure Phinera-Horth conteste les faits, c'est ce que l'on peut vous dire pour le moment.
Un contrat pour mettre l'expertise du spatial au service de divers domaines publics. À l'occasion du Salon du Bourget, le président du CNES s'est engagé hier matin, auprès de 6 présidents de collectivités ultramarins. Il a signé donc une déclaration d'intention pour améliorer les communications, les transports, l'agriculture ou encore la technologie dans la ville. Un processus qui fera l'objet d'une évaluation au cours des 6 prochains mois. Stéphane Alexandresco. C'est un Rafale, en pleine démonstration au Salon du Bourget en métropole. Le salon aéronautique a ouvert ses portes lundi pour une semaine en région parisienne. Si les avions de combat fascinent toujours le public, ce qui retient surtout l'attention des visiteurs cette année, c'est la conquête spatiale, les exploits de Thomas Pesquet, l'astronaute français dans la Station spatiale internationale, et surtout la conquête de Mars, auquel le public prend part en 3D. Et sur ce terrain, Arianespace et le CNES sont toujours 2 acteurs incontournables. Arianespace qui compte bien rester leader mondial des lanceurs avec Ariane 6 qui entrera en piste en 2020. Et le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui propose des nouvelles applications pour le développement économique des territoires. 6 présidents de régions et collectivités territoriales ont signé mardi au Salon une déclaration d'intention avec Jean-Yves Le Gall, président du CNES, afin de développer les applications spatiales sur leur territoire. Des applications concernant entre autres la communication, les transports, la ville, la ruralité, la forêt. Parmi les signataires, M. Jocelyn Otine-Noé, qui représente ici la collectivité territoriale de Guyane et pour qui ces nouvelles applications offrent un très grand intérêt pour le territoire. La collectivité territoriale de Guyane a fait l'acquisition d'une station terrestre qui permet donc d'obtenir des images satellitaires qui sont traitées et qui permettent ensuite qui sont ensuite mises à la disposition d'un certain nombre d'organismes qui peuvent être des organismes d'État comme des collectivités, comme les mairies, qui à travers un certain nombre d'applications comme le système d'information géographique peuvent exploiter ces données sur un certain nombre de thématiques comme l'urbanisation, les voies, la dégradation des voiries et notamment aussi sur les fleuves dont la pollution est accentuée par l'orpaillage clandestin. Les régions ont rendez-vous dans 6 mois avec le président du CNES pour une évaluation sur ce qui a été signé. Cette information à présent, la grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, Marie-Thérèse Besson, est en Guyane. Elle donnera une conférence à la Chambre de commerce et d'industrie demain soir. L'objectif est de présenter la franc-maçonnerie féminine, son histoire et ses actions. Une organisation qui regroupe près de 14 000 membres et 450 loges dans le monde, dont une à Cayenne. Conférence ouverte à tous. Les précisions recueillies par Charlotte Fleury. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie féminine et la Grande Loge féminine de France en particulier, quelle est notre méthode, comment est-ce qu'on travaille dans nos loges, à partir de quoi. Je ferai aussi un petit peu l'histoire de la Grande Loge féminine de France, parce que c'est important de connaître notre histoire pour expliquer notre positionnement. La franc-maçonnerie, c'est un ordre initiatique. On travaille sur soi. Et puis la démarche consiste déjà à chercher du sens, à trouver pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, à essayer de s'améliorer, de grandir, d'être porteur de valeurs qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, la tolérance, le respect de l'autre, et de les mettre en œuvre. Donc notre objectif, c'est aussi d'avoir une société qui soit plus juste, plus égalitaire, je dirais une société plus éclairée. Nous pensons que c'est important que nous nous retrouvions entre femmes. En effet, dans le monde d'aujourd'hui, on vit en mixité du moment où on est jusqu'au moment où on meurt. Et on a besoin de ces moments où on se retrouve parce que les femmes ont un vécu commun, les femmes ont une histoire commune, elles ont un inconscient collectif commun. Et il y a une manière d'être, d'agir et de se reconnaître entre femmes qui est différente de celle qui est à l'œuvre quand on est en mixité. Donc pour nous, c'est important que ces moments-là, mais ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne retourne pas dans la mixité, on ne puisse pas mettre en valeur les pratiques que l'on va développer dans nos loges entre femmes.
Certains le pratiquent depuis déjà 4 ans. En plus des traditionnelles leçons de mathématiques ou encore de français, les élèves de l'école primaire René Barthélemy reçoivent des cours d'aïkido, un art martial basé sur la défense, sans notion de compétition et sélectionné par les enseignants pour inculquer des valeurs de non-violence. Sur cette même lancée, les jeunes ont été initiés à divers aspects de la culture japonaise, notamment le haïku, la calligraphie ou encore l'origami. Ce matin, ils ont dû présenter leurs poèmes et leurs enchaînements le temps d'une matinée pour le moins nippone. Charlotte Fleury. Ok, alors du coup là on fait quoi? Aïkido, haïku, origami ou encore calligraphie, c'est ce que présentaient ce matin les élèves de l'école René Barthélemy. Dans le cadre de la lutte contre la violence, ils pratiquent l'aïkido depuis 4 ans. L'aïkido consiste à esquiver, à contrôler, à éviter et surtout à utiliser l'énergie et la force, je ne dirais pas de l'adversaire mais du partenaire. Donc voilà pourquoi nous avons fait le choix de l'aïkido dans le cadre de la lutte contre la violence. Si pour ces jeunes il a été difficile de comprendre au début la particularité de l'aïkido, celle d'être un art martial de défense sans aucune violence ni compétition, ils ont désormais bien compris les valeurs que prône ce sport. Les enfants, ils voient rapidement l'esprit de compétition, la combativité à ce niveau-là, combattre l'autre. Alors que l'aïkido, non. C'est plus un art martial qui permet de s'harmoniser avec l'autre, l'aider à progresser, l'aider à se relever et non le combattre pour être plus fort que lui. On devient fort tous les deux en s'améliorant et en améliorant les qualités de l'autre. Au fil des années, oui, effectivement, surtout la promotion qui part cette année que j'ai eue depuis le CE1, effectivement, plus ça avance, plus ils sont sereins dans leur travail, dans leur pratique, dans leur comportement, ce qui a créé chez eux vraiment un grand enthousiasme de développer, de découvrir la pratique de l'aïkido. C'est un sport qui a été fait pour ne pas utiliser les armes et se défendre sans les armes. C'est un sport de défense avec plusieurs valeurs. J'aime bien, c'est parce que ça m'apprend à me défendre. Donc si quelqu'un essaye de m'agresser dans la rue, je pourrais me défendre contre ça. En plus de l'aïkido, ces élèves ont eu l'occasion de découvrir la culture japonaise sous plusieurs aspects. Depuis 1 an, ils réalisent des haïkus, des courts poèmes qui leur permettent de poser des mots sur leurs émotions. L'aïku est en réalité une forme de poésie, comme je le disais, et le principe c'est de pouvoir également écrire différemment, de laisser libre cours à son imagination, à la créativité et à l'authenticité. Donc les élèves ont donc, dans le cadre d'ateliers que nous avons conçus, créé en groupe des haïkus, de manière à justement faire ressortir ce qu'ils avaient en eux, au plus profond d'eux. Et voici celui qu'a écrit Jade, âgée de 11 ans. Le vent souffle fort, faisant tomber quelques feuilles d'un arbre, la tempête gronde. Un projet qui a également permis à ces jeunes d'apprendre quelques mots de japonais. Je sais dire bonjour, konnichiwa. On apprend aussi à compter jusqu'à 10. Ich, ni, san, chi, go, woku, achi, sichi, ju. Des professionnels de l'aïkido étaient présents pour conclure cette représentation, sous les applaudissements de tout le public. Un peu de football à présent. Vous le savez, notre sélection, les Yanadoko, a quitté la Guyane hier. Et aujourd'hui, comme la sélection de la Martinique, eh bien, ils se préparent à faire leur entrée dans la phase finale de la Caribbean Cup. Les premiers affrontent demain soir Curaçao, alors que nos Yanadoko auront face à eux les Jamaïcains, les tenants du titre pour le moment. Reportage Loïc Régis. Une équipe soudée, c'est le visage affiché par la sélection de Martinique avant son match capital contre Curaçao. Camille, Louis-Jean est le dernier arrivé dans le groupe. L'adaptation est réussie. Il y a eu un gros travail du staff et tout pour nous remettre en jambe, pour nous remettre sur pied. Et voilà, là on fait les derniers réglages, les derniers petits détails. Et justement là on sent que le groupe est prêt, motivé pour la compétition de demain. Une pression que les joueurs tentent d'évacuer. Pour ce faire, la communication est la base. L'équipe de Curaçao est classée au niveau FIFA, nous ne sommes pas classés, donc nous avons tout à gagner. Donc, nous allons essayer de nous préparer tranquillement, sans pression et faire une très bonne prestation demain et essayer de se qualifier pour cette finale de dimanche.
Le groupe est composé de footballeurs d'expérience. À côté des joueurs locaux, quelques professionnels apportent ce petit plus. Les clubs pro au départ nous avaient donné leur accord et ils sont revenus dessus. Et ça nous a posé pas mal de problèmes. On attendait des joueurs au départ qui étaient partants et puis à la fin on n'a pas pu les avoir. Mais on compte beaucoup déjà sur les locaux parce qu'on leur fait confiance. Et le peu de joueurs pro qu'on a avec nous, c'est des joueurs qui connaissent un peu la maison. Alors pour la cohésion, ça a été très très vite. La Guyane, elle, prépare sa rencontre contre la Jamaïque, tenante du titre. À moins de 24 heures du coup d'envoi, on soigne les petits bobos. Ok, garde ta jambe tendue, tu vas monter la jambe, ça te fait mal? Okay. J'ai ressenti une petite douleur lors de la séance d'hier matin, mais rien de grave, donc je pense que le kiné va réussir à régler ça, donc je me fais aucun problème pour le match de demain. C'est des joueurs qui sont tous semi-pro ou pro, ils connaissent bien leur corps. Bon, après nous, on affine un petit peu le diagnostic, mais globalement, c'est des joueurs qui se connaissent bien. Voilà, quand il y a un problème, ils savent bien l'exprimer. Pas de doute, la motivation est bien présente pour créer l'exploit. Verdict sur le terrain le 22 juin à partir de 18 h pour le match Guyane-Jamaïque, suivi de Martinique-Curaçao à 20 h 30. Tout autre chose à présent, à la veille de la journée nationale du don d'organes, nous recevons la coordinatrice hospitalière pour les dons, Claudette Fazer-Tindal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis le début de l'année, chacun est considéré comme donneur potentiel après son décès, sauf contre-indication, même s'il est aussi possible toujours de donner un organe de son vivant. Avant d'en parler, quelques chiffres, environ 20 greffes ont été pratiquées en Guyane entre 2014 et 2017. 2 prélèvements d'organes depuis le début de cette année, un processus géré par les Antilles pour les Antilles-Guyane en Guadeloupe, là où se trouve le seul centre avéré pour ce type de pratique. Donc c'est quelque chose qui est spécifique pour cette zone donc des Antilles-Guyane, de devoir tout cibler en Guadeloupe et non pas avoir dans chaque hôpital un centre censé gérer le don d'organes. Non, c'est comme ça que c'est prévu, c'est-à-dire que la Guadeloupe est un centre de greffe avec des spécialistes. Donc la Guadeloupe, pour la Martinique et pour la Guyane, est l'hôpital de référence. Quel est l'organe le plus donné aujourd'hui? Aux Antilles-Guyane, que le rein. Que le rein pour le moment. Alors, en 2015, 300 personnes étaient en attente d'une greffe dans notre zone toujours, mais le nombre de dons reste toujours en deçà des besoins. Sur le plan national, par exemple, environ 3000 greffes sont réalisées chaque année, alors qu'il en faudrait au moins le double. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette modification sensible de la loi vient répondre finalement à cette problématique? La loi a été faite dans cet objectif-là. Donc, comme on a commencé depuis 2000, elle est applicable depuis 2017. Donc, je pense qu'il faut attendre un peu, d'avoir un peu de recul pour savoir si la loi a eu un effet ou pas. Mais quand même aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des difficultés pour vous, notamment en tant que coordinatrice, pour avoir suffisamment d'organes à greffer, pour assurer les besoins en fait? Les besoins ne sont pas couverts d'une manière générale. On a des difficultés liées à notre particularité, à savoir la multi-ethnicité de la population. Mais je pense que bon, les dons d'organes, c'est un projet qui tend à se développer de plus en plus, puisqu'on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Justement, cette nouveauté, vous pensez qu'elle peut réellement réduire les réticences? Vous commenciez à parler, à évoquer les croyances de chacun en fonction de sa culture. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle loi peut effectivement réduire l'opposition au fait de donner des organes après son décès? Ou est-ce qu'on ne compte pas finalement sur l'ignorance, sur le fait qu'on ne sache pas qu'on peut s'y opposer? Les campagnes sont faites pour informer les gens. Mais je pense que le fait d'avoir cette loi peut influencer les gens à se positionner pour ou contre le don d'organes. Et puis il est important de noter que nous ne sommes pas tous aptes à donner des organes. Alors ça, vous allez nous expliquer comment ça se passe, c'est-à-dire qu'après un décès, si on a besoin, on va dire, dans l'hôpital d'une greffe, comment est-ce que ça se passe pour faire les examens nécessaires pour s'assurer que la personne décédée est apte donc à donner X ou tel organe à quelqu'un qui en a besoin? Donc, on réalise des prélèvements d'organes à l'hôpital de Cayenne sur des patients en mort encéphalique. Il faut savoir que la mort encéphalique représente à peu près 1% de tous les décès.
Et donc à partir du moment où on a un donneur potentiel qui est en mort encéphalique, soit suite à un traumatisme crânien, à un AVC hémorragique ou ischémique, on procède à tous les examens pour savoir si ce donneur potentiel remplit toutes les conditions pour pouvoir faire un prélèvement. Auparavant, on interroge le registre national des refus et les proches pour savoir quelle était la position du défunt. Alors, la loi ne modifie donc pas les 3 principes bioéthiques, à savoir le consentement, la gratuité du don et puis l'anonymat d'ailleurs entre le donneur et le receveur. Mais le don d'organes après le décès reste un sujet extrêmement sensible. On commençait à en parler selon les croyances des familles. Est-ce que vous, en tant que coordinatrice, vous avez été confrontée à des situations particulières avec des familles qui ne souhaitaient vraiment pas que leur défunt offre un organe ? Si, ça dépend de quel type de population, quel type de mort, on va dire. Quelquefois, quand la mort est très violente, que la famille ne s'y attend pas, ils sont effectivement réticents à pouvoir rentrer dans un entretien pour un don. Mais après, on leur laisse le temps pas de faire leur deuil, mais d'accepter la mort pour ensuite faire des entretiens pour proposer le don et pour savoir quel était le positionnement du défunt par rapport à cela. Parce qu'en fait, ce qu'on veut avoir, c'est surtout la position du défunt et pas la position de la famille. Mais finalement, si la famille s'y oppose, il n'y aura pas de prélèvement? Non, il n'y aura pas de prélèvement. Et en principe, les familles, comme pour tout testament, suivent les desiderata des défunts, le positionnement des défunts. Vous êtes coordinatrice donc pour cette question du don d'organes à l'hôpital de Cayenne depuis 2005. Est-ce que vous avez observé une évolution particulière dans les habitudes, dans la manière d'accepter ou non la question du don d'organes? Au départ, quand on a commencé en 2014, les gens n'étaient pas informés vraiment sur le don d'organes, le prélèvement d'organes. Donc au fur et à mesure qu'il y a eu des émissions, des reportages, des sujets sur ce que c'est le don d'organes, comment ça s'organise, les gens sont plus réceptifs à ce sujet. Donc finalement, il y a quelque chose qui s'est dénoué. Oui, ça se dénoue. Dans la manière d'aborder. D'ailleurs, on fait les journées de sensibilisation. Et justement, il y en aura une demain. Qui se trouvera. Qui va se situer au campus Trobiron. Avec les jeunes du campus Trobiron. Donc il y aura Aruna, qui est la marraine de l'événement depuis l'année dernière, l'artiste et le professionnel de santé. Un dernier point, si on peut en parler quand même brièvement, parce qu'on voit bien qu'il est donc possible de donner des organes, en tout cas de prélever un organe sur un Guyanais, alors que le don du sang reste interdit en Guyane depuis 2005, un principe de précaution par rapport à la maladie, à la circulation de la maladie de Chagas dans la région. Alors c'est assez surprenant. La faute en fait aux examens qui doivent être pratiqués avant de greffer des tissus ou des organes, parce que c'est trop coûteux. Expliquez-nous. C'est-à-dire que pour un prélèvement, on va tester un patient. Pour un don de sang, on va tester des centaines de patients. Donc, et le risque, le bénéfice-risque, voilà, et le coût. Donc voilà, c'est pour ça que pour un patient qu'on va prélever, on peut faire le test de Chagas, à savoir que bon, ça arrive sur une année, ça arrive assez rarement. En tout cas, rendez-vous est pris donc demain à l'université sur cette question du don d'organes. Merci beaucoup Claudette Fazer-Tindal d'avoir répondu à nos questions. Et aujourd'hui, de leur côté, tout autre chose pour parler de la fête de la musique. Les résidents de l'EHPAD Saint-Paul ont aussi profité de ce 21 juin. Ils ont eu la visite de Régine Lapassion pour une session à rythme sur d'anciens tubes de l'époque. Un moment de partage qui a certainement bien égayé leur journée. Voyez plutôt les images de Jonathan Lariot. No, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, yeah, stand by me.
majorité de nos patients ne pourront pas participer à la fête de la musique. Pour certains, n'ont pas l'habitude d'aller dans des salles de concert, n'ont pas cette proximité avec la musique. Donc nous avons souhaité, dans le cadre de cette manifestation nationale, ouvrir nos portes à la musique et faire en sorte que durant toute cette matinée, nos patients puissent donc chanter, écouter de la musique, en tout cas avoir une pause réconfortante durant leur séjour. L'idée étant que même si les patients sont en fauteuil roulant ou sont confrontés à une invalidité, nous avons eu des interventions en chambre et puis nous avons aussi amené les patients dans cette petite salle que nous avons improvisée comme notre salle de concert. Je pense que pour un certain nombre de patients qui sont confrontés à certaines problématiques en termes de rééducation, c'est leur permettre aussi de se dire qu'il est possible, avec des petites notes, avec des sons, de pouvoir en tout cas récupérer par rapport donc à un handicap. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec cette élection cruciale qui se jouera demain à l'Université de Guyane, celle du nouveau dirigeant. 2 candidats pour remplacer le président sortant Richard Lagagné. Antoine Primrose et Isabelle Ider-Krivski se disputent le siège. De l'aïkido à l'école, c'est l'expérience des élèves de l'établissement primaire René Barthélemy. Ils ont restitué ce matin leurs années de pratique de cet art martial, mais aussi quelques travaux issus de la culture nippone, un projet pédagogique axé sur la non-violence. Et puis la fête de la musique, c'est aujourd'hui. Pour l'occasion, de nombreuses activités sont proposées partout en Guyane. La nuit promet d'être rythmée, mais certains ne l'ont pas attendu pour faire résonner les décibels. Des animations ont eu lieu notamment à l'EHPAD Saint-Paul. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas tout de suite le 20h de TF1. Ce sera bien sûr juste après la météo. Très bonne soirée à vous, très bonne fête de la musique. À demain.